tout le groupe de travail des neurologues qui nous ont rejoints. Et après l'expérience acquise au sein de l'EBMT et ayant eu le privilège de succéder à Ricardo Saccardi comme chair du Working Party, c'est vrai que depuis 10 ans, on a compris et on a progressé dans l'analyse de la place de l'autogreffe de cellules souches dans la sclérose en plaques. Et comme je le disais ce matin, avec Mme Gluckman, il y a 15 ans, on avait tenté, on n'a pas eu d'écoute. Et aujourd'hui, dans cette salle, il y a au moins 12 neurologues et nous les avons comptés inscrits et il préside cette séance. Donc Antoine Guéguen est un vrai neurologue, il s'était engagé à présenter, mais il avait pris 2 présentations le même jour, dont la présidence d'un groupe de neurologues, donc il n'est pas là. Et donc je vais essayer de ne pas vous raconter de bêtises, puisque finalement, quand même, la sclérose en plaques, le diagnostic est parfois fait par les internistes. Donc c'est une maladie auto-immune et une maladie auto-inflammatoire d'une prévalence d'environ 100 pour 100 000 habitants en France, mais surtout, c'est la première cause de handicap sévère non traumatique du sujet jeune. Elle survient entre 20 et 40 ans, elle atteint 2 femmes pour un homme et elle a des répercussions, Marie Hudson nous a magistralement montré ça dans le cadre de la sclérodermie, individuelle et sociale absolument majeure en termes de handicap et probablement de qualité de vie. Et elle a un coût pour la société qui est de 1 milliard d'euros par an, coût induit, selon les sources de la CNAM 2013. Et ceci survient dans le cadre, comme tous les concepts de maladies auto-immunes, sur un terrain génétique avec un facteur environnemental, mais surtout, elle associe 2 phénomènes. Une première étape avec une réaction auto-immune et auto-inflammatoire à prédominance TCD4 qui va entraîner des lésions de démyélinisation avec une période d'inflammation qui peut être présente au plan clinique par une poussée clinique ou asymptomatique encore à ce stade, mais découverte à l'IRM. Et puis, une deuxième période qui va induire des lésions actionnales régressives ou non et une activation gliale qui progressivement vont se répéter dans le temps avec des poussées et des rémissions ou des poussées sans rémission et aboutir à une deuxième phase qui est la phase de démyélinisation et de perte axonale qui, elle, est irréversible avec parallèlement une atrophie cérébrale. Donc finalement, pour nous les cliniciens, ces manifestations cliniques sont éminemment variables, mais il y a 15% de formes qui sont progressives d'emblée. Nous avons compris que la phase initiale est extrêmement hétérogène, caractérisée par cette activité inflammatoire, et c'est à ce stade qu'il faut agir pour faire régresser la maladie, mais qu'il existe des formes agressives et d'autres bénignes, et qu'ensuite, lorsque la phase est passée, mais c'est la même chose pour nos autres affections auto-immunes et auto-inflammatoires, eh bien s'installent des lésions dégénératives avec une phase progressive homogène inexorable. Et à ce stade, il est probablement trop tard pour espérer traiter et faire régresser des lésions. Donc, quelle que soit l'agressivité initiale, 15% des formes sont hélas progressives d'emblée. Et c'est toute la difficulté pour les cliniciens, qu'ils soient généralistes ou neurologues spécialistes, et la gamme est large, devant un patient qui se présente, de savoir anticiper ou même prédire quelle va être son évolution avec des phases d'activité, des poussées de la maladie qui avaient une restitution à d'intégrome, puis des phases qui vont apparaître progressives secondaires. À ce moment-là, poussée de la maladie, mais pas de régression à intégrome. Et finalement, la progression s'installe. Et parallèlement à la progression, comme on l'a compris, s'installe une perte de volume, une perte axonale et une atrophie cérébrale et ces formes secondaires progressives. Je n'aurai pas l'outrecuidance devant les neurologues ici présents de rentrer dans les détails des critères diagnostiques qui ont récemment été remis à jour selon McDonald, mais quand même, parce qu'on est capable de comprendre. Eh bien, finalement, on a quoi? On a des localisations cliniques qui peuvent être supérieures à 2 avec une histoire évidente, et dans ce cas-là, il n'y a même pas besoin d'examen complémentaire, le diagnostic est fait. On peut avoir 2 poussées de la maladie dans la même localisation, et si j'ai bien appris ma leçon, ce qui sont les progrès importants de ces dernières années, la révision de ces critères, c'est à la fois
la prise en compte sur les examens complémentaires et parallèlement sur les progrès de l'IRM de deux phénomènes, la dispersion spatiale avec plus d'une lésion T2 avec une hyperfixation et des localisations typiques dans différentes parties au niveau du tronc cérébral, de la moelle ou périventriculaire ou sous-corticale, et puis la dispersion temporelle, c'est-à-dire que dans le temps vont s'installer de nouvelles lésions T2 avec une fixation gadolinium. Et puis, certains patients n'auront le diagnostic au stade d'une poussée avec un signe clinique et à ce moment-là, s'associe dispersion spatiale et temporelle. Quoi qu'il en soit, ce qui est essentiel, c'est de comprendre qu'il faut différencier pour nous, les non-spécialistes, et pour les malades, et pour l'information des malades, et il y en a dans cette salle qui sont venus pour écouter ces topos et prendre de l'information, et les neurologues sont à leur disposition, distinguer ce qui est une sclérose en plaques avec des formes poussées régressives et des formes progressives d'emblée ou progressives secondaires. C'est dans ce contexte, alors on revient au Moyen-Âge, 1991, je suis arrivé à l'hôpital Saint-Louis, et bien à ce moment-là est né dans les années 2001 l'intérêt que nous avions tous pour, c'était normal, les autogreffes ou la pratique de greffe de moelle sur les maladies auto-immunes, et on voit que parallèlement les neurologues étaient occupés à autre chose, à la mise au point des traitements qui sont parfaitement validés et qui ont été l'objet de leurs travaux, et la communauté a été claire en France, mais aujourd'hui elle bouge, avec la validation des traitements de première intention, interféron bêta, 1B, 1A, avec les formes pégylées aujourd'hui, puis l'acétate de glatiramère, dont si j'ai bien compris, on n'a pas bien compris comment ça marche, mais ça fait partie des traitements de première ligne, et c'est un polymère de 4 aminoacides qui est présent sur la protéine de myéline. Et puis l'arrivée des traitements de deuxième intention, quand échec du traitement de première ligne, eh bien, recours à une immunosuppression ou à une immunomodulation ou à des anticorps monoclonaux plus intensifs, avec successivement dans le temps, sur les 15 dernières années, la mitoxantrone, inhibiteur de la topoisomérase, qui est un bloquant puissant de la DNA et de la RNA utilisé en chimiothérapie, et sa toxicité cardiaque que nous connaissons tous. Et donc on voit des malades arriver avec des atteintes cardiaques. Puis les monoclonaux, j'irai rapidement, le ladazumab, inhibiteur donc des molécules d'adhésion de l'alpha-4 de l'intégrine à la surface des lympho-T, lympho-B circulants, et puis la lemtizumab, qui est un inhibiteur de CD52 sur les lymphocytes, et aujourd'hui l'ocrelizumab, cet anti-CD20 humanisé, et tout ça, ce sont des essais prospectifs randomisés avec l'industrie pharmaceutique, bien sûr, qui supporte ces essais cliniques à large échelle. Et puis au milieu, le fingolimod, inhibiteur spécifique de la sphingosine 1-phosphate, et tous ces médicaments, certains d'entre eux sont associés à un risque non négligeable de complications, au premier rang desquelles la LEMP, si j'ose souligner l'utilisation des monoclonaux dans ce cadre, et puis le terrifludomide, inhibiteur des bases pyrimidiques, et puis le diméthylfumarate. Donc, il est évident, comme dans d'autres domaines ou spécialités, qu'il faut donner du temps au temps et qu'il a fallu, et ça a été fait remarquablement, et la France a été leader sur ce sujet, valider des options thérapeutiques qui sont parfaitement établies en première ou deuxième ligne, sur des paramètres cliniques, le taux des poussées, sur le handicap et sur des paramètres IRM. Néanmoins, pour un coût qui est de $65 000 par an par patient, on s'aperçoit, et ces données sont plus récentes, il a fallu du temps pour les constituer, que comme ailleurs, eh bien, cette affection est associée à une mortalité, à un surcroît de mortalité qui a un risque majoré entre 2,47 et 2,89, mais surtout que ces décès attribuables à la CEP représentent 25 à 52%, qu'il existe une réduction de l'espérance de vie de 10 ans pour les hommes et de 12 ans. Et donc là, comme dans d'autres cohortes de maladies auto-immunes, on commence à comprendre que ces approches thérapeutiques sont dans certains cas, pas pour tous heureusement, insuffisantes. Et finalement, surtout, il y a une absence de recul suffisant depuis l'avènement de toutes ces thérapies pour savoir quel est leur effet réel sur la morbidité et la mortalité à long terme. Et surtout, ce qui est important sur ces plaques, c'est que la survie est altérée en fonction de la date de début de la maladie, et puis surtout en fonction du type des progressions, les formes relapsing-remitting et les formes progressives d'emblée ou progressives secondaires. Donc, quelle est la stratégie? Et cette plaque est celle d'Antoine Guéguin. Ce n'est pas la mienne, donc je ne fais que lire, c'est un neurologue qui l'a écrit. Comment va-t-on faire en cas d'échec des traitements de la première ligne? Activité clinique de la maladie, on sait le définir, activité IRM, que l'on va, et à ce moment-là, il passe
au sens large et noble, après concertation multidisciplinaire neurologique, je pense, dans des centres de référence aux échecs des traitements de deuxième ligne, qui, eux, peuvent aussi échouer ou avoir leur lot d'effets indésirables, et je n'insisterai que sur la toxicité cardiaque et les longs passés d'immunosuppression de ces patients. Et donc, on est tous cliniciens devant une réalité. Quelle est la gestion des risques associés au traitement de deuxième ligne? Et dans ce contexte, comment va-t-on positionner l'autogreffe de moelle? Donc, rassurez-vous, la France n'a pas comblé son retard, elle l'a augmenté en matière neurologique. Les Italiens, les Suédois, le reste de l'Europe, l'Amérique du Nord et le Canada, eux, ont avancé. Et aujourd'hui, selon les recommandations internationales, européennes, américaines et canadiennes, l'autogreffe de moelle se situe en deuxième intention, en cas d'échec des premières lignes et à position égale sur les secondes lignes. Et on va vous montrer pourquoi. Pourquoi? Parce que, comme toujours, le malade prime. Et ce qui sera important, c'est la progression du handicap. On a vu comment c'est intimement lié à la poussée et à la régression de la maladie. Et comment va se situer, et quelle a été l'histoire de l'autogreffe, comment ont débuté les expériences cliniques en matière d'autogreffe. Et bien sûr, un rationnel qui, là, est parfaitement établi expérimental. Quand on prend une souris et un broyat de moelle épinière qui va développer une encéphalomyélite aiguë expérimentale et une parésie est décédée de sa sclérose en plaques, et qu'on effectue une greffe de moelle allogénique et les groupes contrôles étaient des groupes autologues, eh bien, on s'aperçoit qu'on diminue qu'on induit une rémission durable avec des rechutes dans 30% des cas, et que plus intense sera le conditionnement, meilleure sera la réponse, et que finalement, la réponse sera fonction de la qualité et du nombre de cellules T résiduelles autoréactives et de l'importance de la déplétion T, mais c'est toujours la balance et le risque. Comment passer chez l'homme? Eh bien, les Français ont eu raison de prendre leur place dans la place des biothérapies, et ils sont abonnés au New England dans la matière et reconnus à l'international. Pour autant, merci à ceux qui sont ici, car aujourd'hui, la France, on ne la voit même plus tellement elle est en retard en matière d'activité de greffe, et je laisserai au professeur Labauge le soin de présenter l'activité française en la matière. Ce que l'on voit, c'est que dans le reste du monde, la sclérose en plaques est devenue aujourd'hui la première indication des autogreffes de moelle dans les maladies auto-immunes, et que, très important, comme toujours, et ça, Eliane Gluckman nous l'a appris, on commence par, il y a 15 ans, aujourd'hui 20 ans, par des données expérimentales, par les malades les plus graves. Donc, c'était logique de traiter des formes progressives secondaires ou progressives avancées. Mais l'Europe, et notamment Riccardo Saccardi, ancien chair précédent du groupe européen, et le groupe italien, relayé aujourd'hui par l'ensemble des autres communautés, on a pu démontrer qu'il fallait s'attaquer à des formes qui étaient au stade de rémission, relapsing remitting, avant, et vous l'avez compris, que les lésions de fibrose soient irréversibles. Alors très rapidement, en 4 plaques, 10 ans d'expérience clinique en matière d'autogreffe sur les scléroses en plaques, qu'est-ce que l'on voit? Qu'il s'agisse de la côte ouest des États-Unis avec Richard Nash, qui a traité 26 patients. Ce sont des études de phase 1-2. Qu'il s'agisse de Riccardo Saccardi et du groupe italien, qu'il s'agisse de notre collègue et ami de Chicago qui travaille que dans son centre et qui ont tous traité de petites cohortes de patients, qu'est-ce qu'on montrait? Avec des conditionnements variables qui, pour les Américains, incluent les radiations corporelles, qui, pour les Européens, ont repoussé l'utilisation de l'irradiation corporelle compte tenu des risques induits, et les Italiens ont utilisé BIM-ATG, c'est-à-dire BCNU, melphalan, aracé, toposide, et du sérum antilymphocytaire dans les deux cas. Point important pour les spécialistes, dans un cas c'est du cheval, dans un cas c'est du lapin, et ça peut avoir une nuance importante. Ou dans le groupe de Chicago, qui utilise un conditionnement par endoxan pur avec un anticorps monoclonal. Ce que l'on voit, c'est que la survie sans progression sur des malades extrêmement sévères, qui étaient en échec, cette fois-ci, phase 1, phase 2, des premières et deuxièmes lignes, est de 30% pour les uns, de 70%, pardon, 85% et 100%. Ça dépend des centres. Dans un cas, on est monocentre, chez Chicago Burt. Dans les autres, on est polycentrique. Qu'est-ce qui a été l'effort majeur de l'EBMT?
dans lequel les Français, le BMT a été fondé entre autres par Eliane Gluckman et ses collègues. Alors c'était peut-être il y a longtemps, mais c'est ça qui a fait la trace en hématologie sur le reste du monde et qui a été leader. Et bien, le BMT, c'est aussi une base de données magnifique. Et cet essai ASTIMS, qui a été mené pendant 10 ans pour recruter que 21 patients. Ça, c'est la seule erreur qu'il y a eu initialement. C'était en 2004 à 2012. Il a fallu 10 ans pour recruter 21 patients. Et oui, parce que certains centres greffaient sans mettre les malades dans le protocole randomisé. Quoi qu'il en soit, on inclut 7 patients avec des formes relapsing-remitting versus les autres qui sont des formes secondairement progressives. Et au bout du compte, après 10 ans de travail pour analyser 21 patients et je ne sais combien de combats, on montre pour la première fois dans un essai randomisé, donc la preuve est acquise, que, au moins sur le primary endpoint et en intention de traiter, le nombre de lésions cumulatives en IRM à 1, 2, 3 et 4 ans régresse de manière significative. Alors les neurologues sourient parce qu'ils savent que parfois ça peut régresser et ça ne les a pas, en tout cas en France, suffisamment convaincus. Pour autant, quand on regarde ce qui s'est passé après la publication d'ASTIMS, 2014-2017, eh bien on voit que là, que ce soit les Suédois, que ce soit les Italiens, les Polonais et les Canadiens qui arrivent, eh bien on voit que de plus en plus de patients, et surtout les bons patients, c'est-à-dire 85 à 100% de patients avec des formes relapsing-remitting plutôt que des formes progressives d'emblée, avec des durées médianes de la maladie de l'ordre de 6 ans, avec un score d'invalidité qui ne doivent pas être greffés, les patients avec un score supérieur à 7, sont inclus dans des protocoles mono- et multicentriques, avec des conditionnements variables, mais en gros, 2 conditionnements. L'endoxan ATG, dont vous a parlé Grégory Punier, 200 mg kg dose totale plus ATG, ou du BIM ATG, et c'est une des questions qui restent, et quels en sont les résultats. Ils sont là, ils sont démontrés, c'est-à-dire qu'on voit que le suivi à long terme, c'est-à-dire non pas à 2 ans, mais à 5 ans et à 10 ans, sur ces malades extrêmement progressifs, eh bien, on a une progression qui devient limitée de 17% à 2 ans, qui n'est plus que de 23% à 3 ans. Surtout qu'après la courbe, ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage, entre guillemets, ce qui est un mauvais terme, la learning curve, et l'amélioration des pratiques, il n'y a eu qu'un seul décès rapporté parmi les patients greffés dans le registre de l'EBMT. Manuela Badoglio est ici pour en attester depuis 2005, et que finalement, 2 points importants sur cette plaque. La différence de la réponse aux résultats est fondamentale entre les formes qui sont les bonnes indications, rechute, relapsing, remitting, et il ne faut pas greffer, et c'est ça qui est si délicat à faire comprendre aux malades, des formes qui sont primitives, progressives primitives ou progressives secondaires, car là c'est trop tard, et là on prend un risque trop élevé face aux bénéfices. Et il ne faut pas que ces patients aient payé 70 000 € ou se saigner ou 200 000 en Russie pour se faire autogreffer par des charlatans et revenir se faire de l'anti-CD20 en soins de support chez nous. Et donc, ce que l'on voit, c'est que plus on prend les patients tôt, moins élevé est le DSS, et bien meilleure sera la réponse et que la mortalité est plus élevée en forme progressive. Alors, et c'est là où les Français ont compris. Cette méta-analyse, d'autres avaient compris avant, ils sont dans cette salle. Maria Pia Sormani, qui est une élégance intellectuelle statisticienne remarquable, qui travaille avec les Italiens, a effectué tout simplement, sans bruit, la méta-analyse de tous les essais randomisés placebo, interféron, anticorps monoclonaux, fingolimab, cladribine et même l'octrelisumab, et de toutes les données dont on disposait dans la littérature et toutes les cohortes, les études de phase 1-2, utilisant l'autogreffe, que ce soit dans des formes secondary progressives quelques-unes ou relapsing remitting. Et puis, merci aux neurologues, un nouveau concept est arrivé qui est le concept d'absence de rechute clinique, mais de NIDA, qui est très important, qui est un nouvel objectif thérapeutique validé par la communauté neurologique. J'en ai bientôt fini parce que là est la conclusion, c'est-à-dire de dire on ne veut pas de rechute, mais la rechute, c'est pas de progression du handicap et pas de nouvelles lésions cliniques IRM. Vous savez lire comme moi. Le NIDA après HCT, c'est 83% à 2 ans, 67% à 5 ans. Alors que nous mettons aujourd'hui au défi quiconque sur la planète d'avoir les mêmes résultats avec les autres traitements. Pour autant,
Ça ne veut pas dire que l'autogreffe doit arriver en traitement de première ligne. Et donc, ceci explique que depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, tout le monde, sauf la France, s'est mis à autogreffer. Les Suédois ont mis 6 millions de dollars, les Anglais ont raflé la mise de l'EBMT, et nous, on est derrière. Mais pour autant, le reste du monde tourne. Et ce que l'on a compris, c'est qu'aujourd'hui, les Canadiens, avec un conditionnement extrêmement intensif et parfois une irradiation corporelle dans les conditionnements nord-américains, notamment à Seattle, montrent que par rapport au traitement, plus intense sera le conditionnement, meilleure sera la réponse clinique. Et aujourd'hui, sur quoi doit-on travailler? Eh bien, c'est sur l'amélioration des conditionnements. Faut-il un conditionnement lymphoablatif ou myéloablatif? Quel est le meilleur conditionnement? Ce que l'on a compris aussi, on peut mobiliser les cellules souches hématopoïétiques avec de plus faibles doses d'endoxan, mais il faut en garder car cela diminuera le risque de poussée induite au moment de la mobilisation, que ces procédures doivent se faire dans des centres accrédités pour l'allogreffe, mais qu'un conditionnement extrêmement intensif ne semble pas améliorer les résultats par rapport à un conditionnement intermédiaire ou faible dose. Et finalement, la question qui était posée, c'était est-ce qu'un conditionnement cyclophosphamide, comme on le fait dans la sclérodermie ATG, est suffisant? Et comme toujours, quand on travaille à Chicago avec de la moquette dans les couloirs, des escaliers mécaniques et des financements qui avancent, et un cerveau, et 5 infirmières et 2 médecins, on arrive en 5 ans à faire l'essai randomisé qui est sorti il y a 15 jours dans le JAMA, ça fait très chic, mais il est là. Et ce qu'on a compris, c'est ça qui est important. Pourquoi la RCP MATEC est importante? 920 malades screenés, donc les neurologues sont maintenant chaque 15 jours avec nous à la RCP MATEC. Ils en ont conservé 110 des indications. Et pour les patients dans cette salle, il faudra qu'on soit très disponible pour leur expliquer pourquoi l'indication n'est pas validée et comment on met nos efforts en commun pour prendre le moindre risque et le plus grand bénéfice. Moyennant quoi, on peut randomiser 55 patients dans chaque groupe en utilisant le crossover après 1 an dans le groupe contrôle qui est le traitement de première et deuxième ligne locale. Et on voit que chez des patients qui n'avaient pas un EDSS supérieur à 6, c'est-à-dire sans contre-indication selon ce qui va nous être présenté dans une seconde, eh bien, la greffe de cellules souches hématopoïétiques à 5 ans, voilà l'évolution sans progression, et voilà l'évolution jusqu'à la date de la première rechute, c'est-à-dire qu'il n'a pas été possible de calculer la progression dans le groupe greffe parce qu'il n'y avait pas de progression clinique sur le NIDA. Donc voilà pourquoi c'est peut-être sorti dans le JAMA, 10 ans de travail, 55 malades dans chaque groupe, donc je pense que je peux passer la parole